N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Passons maintenant à l'histoire. Dans les rues calmes et poussiéreuses de la ville de Kalonji, où les petites maisons se penchaient les unes sur les autres et où la vie était simple, vivait une jeune fille nommée Naldi. Elle n'était pas le genre de fille qui faisait tourner les têtes avec des vêtements chers ou des bijoux scintillants. Elle portait de vieilles sandales, souvent dépareillées. Ses robes étaient délavées, rapiécées et usées. Mais derrière son humble apparence se cachait un cœur plus bienveillant, plus pur et plus beau que tout ce que l'argent pouvait acheter. Chaque matin, Naldi se levait avant le soleil, aidant sa mère vieillissante à préparer un étal de rue en bois. Ensemble, elles vendaient des bananes plantains grillées aux passants. Ses mains étaient rudes, ses doigts noircis par le charbon de bois, mais elle souriait malgré tout. Les habitants de la ville l'appelaient « la pauvre fille », mais ils ne savaient pas que son cœur était riche d'amour, de compassion et d'une force tranquille. Elle donnait de la nourriture aux mendiants quand ils n'en avaient pas les moyens. Elle offrait des mots gentils aux étrangers. Même lorsque son propre estomac était vide, elle ne laissait jamais les autres se sentir seuls. Et pourtant, personne ne la voyait vraiment. Elle n'était qu'un visage de plus dans la foule, jusqu'à ce qu'une soirée pluvieuse change tout. Alors que des nuages sombres s'amoncelaient dans le ciel et que des gouttes de pluie commençaient à tomber, Naldi couvrait à la hâte ses bananes plantains et remballait son petit étal. L'eau trempait sa robe, mais elle se déplaçait rapidement, déterminée à ne rien laisser gâcher la nourriture. C'est alors que son regard croisa le sien. Un jeune homme de grande taille se tenait sous un petit toit voisin, s'abritant de la pluie. Il portait une veste élégante, des chaussures vernies, et sa voiture était garée juste derrière lui. Il semblait complètement déplacé dans les rues boueuses de Kalonji. Son nom était Zuber, fils de Monsieur Baraka et de Madame Zuleka, l'une des familles les plus puissantes et les plus riches de toute la région. Il avait tout ce dont une personne pouvait rêver, l'argent, l'éducation, le statut. Mais à ce moment-là, alors que la pluie tombait entre eux, il ne regardait pas ses haillons, il ne fixait pas ses sandales mouillées ou ses mains sales. Ses yeux virent autre chose, quelque chose de chaleureux, quelque chose de vrai. Il vit une fille qui ne faisait pas semblant, une fille dont le sourire, même au milieu d'une tempête, était plus éclatant que l'or que sa mère portait chaque jour. Naldi le regarda en retour, timidement. Elle n'avait pas l'habitude que les hommes riches la regardent de cette façon. Elle n'avait pas du tout l'habitude d'être remarquée. Mais quelque chose dans sa façon de la fixer, non pas avec arrogance, non pas avec pitié, mais avec admiration, fit battre son cœur un peu plus vite. Et à partir de ce jour, l'histoire de la pauvre fille au cœur pur et du garçon riche aux yeux curieux commença à se dérouler. Un amour était sur le point de naître, non pas de la richesse, non pas du statut, mais de quelque chose de plus profond, une connexion qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Les habitants de Kalonji allaient bientôt en parler. Certains en feraient l'éloge, d'autres le jugeraient. Mais une chose était certaine. C'était le début d'une histoire qui allait ébranler les murs de l'orgueil, exposer la laideur derrière la richesse et prouver que le véritable amour voit au-delà de la classe et des richesses. Parce que parfois, les cœurs les plus riches viennent des foyers les plus pauvres. Les jours se transformèrent lentement en semaines, et Zuber ne cessait de revenir à ce même endroit au bord de la route dans la ville de Kalonji. Mais ce n'étaient plus les bananes plantains grillées ou l'abri accidentel contre la pluie qui le ramenaient. C'était elle, Naldi, son doux sourire, son esprit humble, son rire honnête. Quelque chose en elle l'attirait, quelque chose de plus profond que les mots ne pouvaient l'expliquer. Chaque fois qu'il venait, il trouvait une excuse pour s'attarder. Parfois, il demandait juste une banane plantain grillée, même s'il ne la mangeait jamais. D'autres fois, il proposait de l'aider à remballer l'étal, juste pour voler quelques minutes de plus en sa présence. Et lentement, le silence gêné entre eux se transforma en douce conversation. Ils commencèrent à parler, de la vie, des rêves, des choses qui comptaient vraiment. Naldi, de sa voix douce, parlait de ses espoirs d'une vie meilleure pour sa mère. Zuber, avec toute sa richesse, avouait à quel point son monde lui semblait vide malgré tout ce qu'il possédait. « Tu es différente, Naldi », lui dit-il un jour, alors qu'ils étaient assis sous un arbre voisin. « Tu vois le monde d'une manière que la plupart des gens ne voient pas. Tu rends tout simple, honnête, vrai. » Naldi rougit, baissant les yeux sur ses mains. « Vous êtes la seule personne riche qui m'ait jamais regardé comme si je comptais, dit-elle doucement. La plupart me regardent sans me voir, comme si j'étais invisible. » Ce moment flotta dans l'air comme une douce brise. Ce n'était plus une simple conversation amicale. Il y avait quelque chose de chaleureux et de non-dit entre eux maintenant. Leurs regards se croisèrent,
et une étincelle s'alluma tranquillement. Le genre d'étincelle qu'aucune richesse, aucun statut social, aucune barrière de classe ne pouvait éteindre. Leurs cœurs commencèrent à battre l'un pour l'autre. Leur amour ne concernait pas le luxe ou les apparences. Il s'agissait de connexion, de quelque chose de plus profond, de quelque chose de sacré. Zuber aimait la sincérité de Naldi, la façon dont elle restait fidèle à elle-même. Et Naldi aimait la façon dont il la faisait se sentir vue, valorisée, respectée. Les gens commencèrent à le remarquer. Certains chuchotèrent. D'autres rirent. Certains avertirent même Zuber. « Elle n'est pas de ton rang, disait-il. Que diront tes parents ?» Mais il s'en fichait. Chaque jour, ses sentiments grandissaient, et les siens aussi. Ils partageaient des moments secrets, une promenade au coucher du soleil, une petite fleur laissée à son étal, des regards volés quand personne ne regardait. Leur amour s'épanouissait dans les coins les plus tranquilles d'un monde bruyant. Mais l'amour, surtout dans un monde où l'orgueil et la classe comptent plus que le cœur, n'est jamais laissé en paix bien longtemps. Des nuages de tempête s'amoncelaient, non pas dans le ciel cette fois, mais dans le cœur de ceux qui croyaient que l'amour devrait avoir un prix. Zuber et Naldi ne le savaient pas encore, mais leur douce histoire était sur le point de faire face à son premier véritable test. Car lorsque l'amour ose franchir la ligne entre riches et pauvres, le monde n'applaudit pas. Il riposte. Mais ils tinrent bon, car ce qu'ils avaient était rare et méritait d'être défendu. Le jour où Zuber rassembla enfin le courage de parler de Naldi à ses parents, il pensa que peut-être, juste peut-être, ils comprendraient. Il croyait que l'amour adoucirait leur cœur. Mais il se trompait. Lourdement. Au moment où les mots quittèrent sa bouche, « J'aime Naldi, la fille de Kalonji », une tempête éclata à l'intérieur du manoir. Madame Zuleka bondit sur ses pieds, les yeux écarquillés de stupéfaction et de rage. « Quoi ? Cette fille de basse classe. Tu dois être sous l'emprise d'un sortilège, hurla-t-elle, sa voix résonnant à travers les murs. Monsieur Baraka frappa du poing sur la table si fort que le centre de table en verre trembla et se fissura. Zuber, n'ose pas déshonorer cette famille. Sais-tu seulement qui tu es? Tu es l'héritier du nom Baraka. Sais-tu combien de filles puissantes de familles riches supplient de t'épouser? Et toi, tu veux tout jeter pour la fille d'une vendeuse de rue? Zuber ne sia pas. Il les regarda tous les deux dans les yeux et dit, « Je ne veux pas de pouvoir. Je veux de l'amour. Je veux Naldi. » Mais ils ne voulurent rien entendre. Leur cœur était rempli d'orgueil et d'ego. Pour eux, Naldi n'était pas un être humain avec des sentiments. Elle était une tache sur la réputation de leur famille. Ils se moquèrent de ses origines. Ils insultèrent ses vêtements, son travail, même son odeur, la traitant de « rat des rues au parfum bon marché ». Ils firent des blagues cruelles sur sa mère, qualifiant sa famille de mendiants et de « gens sales du marché ». Madame Zuleka prétendit même que Naldi ne faisait que feindre d'aimer Zuber pour son argent. Les filles comme elles sortent toujours des caniveaux, cherchant à piéger des garçons riches comme toi, siffla-t-elle. Mais Zuber resta ferme comme un roc dans la tempête. Il n'éleva pas la voix. Il ne discuta pas. Il dit simplement, « Vous pouvez m'insulter, me menacer, me prendre tout ce que je possède, mais vous ne pouvez pas enlever Naldi de mon cœur. » Ces paroles ne firent que les rendre plus furieux. Ils essayèrent de le soudoyer, lui offrant des voitures de luxe, des voyages à l'étranger, même un poste dans l'entreprise de son père, tout en échange de l'oubli de Naldi. Mais Zuber refusa tout. « Je préférerais vendre des bananes plantains avec elle que de m'asseoir sur un trône d'or avec un cœur factice, dit-il calmement. Son défi poussa ses parents à bout. Ils l'avertirent, le maudirent, menacèrent même de le déshériter. Mais rien ne fonctionna. L'amour de Zuber était trop fort. Sa décision était prise. Derrière tous les cris et les menaces, une vérité devint claire. Zuber ne se battait pas seulement pour l'amour. Il se battait contre un système qui jugeait les gens sur leurs vêtements et leurs origines. Il se battait pour la dignité, pour le respect, pour le droit d'aimer quelqu'un qui ne portait pas de diamants, mais qui avait un cœur en or. Mais ses parents n'en avaient pas fini. Il leur restait une dernière carte à jouer, quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Car lorsque l'orgueil est blessé et que le pouvoir est défié, les gens ne s'en vont pas tranquillement. Et Naldi, la douce et innocente fille de Kalonji, ignorait que les gens qui souriaient dans les maisons de luxe planifiaient maintenant quelque chose de bien plus cruel. Madame Zuleka brûlait de rage. L'entêtement de son fils avait dépassé toutes les bornes.
Elle avait essayé de crier, de menacer, de soudoyer. Rien n'avait fonctionné. Maintenant, sa colère se transforma en quelque chose de plus sombre. Un soir, à huis clos, elle prit son téléphone et appela quelqu'un à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, Mama Jiri, une herboriste corrompue et redoutée, connue pour ses pratiques maléfiques. Quand Mama Jiri arriva au manoir des Baraka, l'air s'alourdit. Elle portait des couches de tissu sombre, des perles cliquetant autour de son cou, ses yeux froids et calculateurs. Zuleka ne perdit pas de temps. « Je veux que cette fille disparaisse, dit-elle, la voix vive et amère. Qu'elle quitte cette ville ou ce monde, peu m'importe. » Mama Jiri hocha lentement la tête, un sourire tordu se formant sur ses lèvres. « Laissez-moi faire. » Et c'est ainsi que le plan diabolique commença. D'abord, elles envoyèrent des espions pour surveiller Naldi. Chacun de ses mouvements, chaque endroit où elle allait, était rapporté à Zuleka. Elles payèrent même une femme du quartier pour se faire passer pour l'amie de Naldi, uniquement pour lui soutirer des informations et les leur transmettre. Plus rien n'était sacré. La vie de Naldi était sous une ombre qu'elle ne pouvait même pas voir. Puis vinrent les menaces. Des notes anonymes commencèrent à apparaître près de son étal. « Quitte Zuber, ou tu souffriras. Tu n'as pas ta place dans son monde. Tu le regretteras. » Même sa mère en reçut une, glissée sous la porte d'entrée, enveloppée de fil noir. Mais Naldi, bien que secouée, refusa de plier. Son esprit était fort. « Si l'amour doit se battre pour survivre, dit-elle à sa mère, alors je me battrai. » Zuber la supplia de rester en sécurité. Il proposa de l'emmener loin de Kalonji, mais Naldi tint bon. « Si je fuis maintenant, ils gagneront. Je ne laisserai pas leur haine nous briser. » Voyant leur tactique d'intimidation échouer, Madame Zuleka et Mama Jiri décidèrent d'aller plus loin, plus sombre. Elles payèrent un groupe de voyous pour suivre Naldi tard le soir. Un soir, alors qu'elle rentrait du marché, elle remarqua des pas derrière elle. Elle accéléra le pas, serrant fermement son panier. La rue était silencieuse, seul le bruit du vent et les battements de son cœur emplissaient l'air. Soudain, deux hommes apparurent au coin de la rue, lui barrant le chemin. Un autre arriva par derrière. Son cœur s'arrêta. Ils ne parlèrent pas. L'un d'eux attrapa son bras. Mais avant que quelque chose de pire ne puisse arriver, le chien d'un commerçant voisin se mit à aboyer sauvagement, et des lumières s'allumèrent dans les maisons voisines. Les voyous disparurent rapidement dans l'ombre. Naldi courut chez elle, tremblante, mais vivante. Zuber était furieux. Il voulait appeler la police, mais Naldi l'arrêta. « Tes parents nieront tout. Ils trouveront un autre moyen. Nous devons être intelligents. » Mais l'attaque n'était que le début. À huis clos, Mama Jiri préparait déjà quelque chose de bien plus dangereux. Un charme. Un poison. Quelque chose qui ne laisserait pas de bleu mais pourrait détruire de l'intérieur. Elles avaient franchi la ligne de la haine à la tentative de meurtre, et la vie de Naldi était maintenant en réel danger. Un après-midi ensoleillé, Madame Zuleka fit quelque chose que personne n'attendait. Elle invita Naldi au manoir. Elle arborait un faux sourire, sa voix inhabituellement douce et accueillante. « Naldi, ma chère, dit-elle gentiment. Peut-être ai-je été trop dur avant. Viens. Parlons comme une famille. » Naldi était hésitante. Son cœur l'avertissait que quelque chose n'allait pas, mais Zuber l'encouragea. « Peut-être qu'elle change enfin, dit-il plein d'espoir. » Alors Naldi accepta. Elle s'habilla modestement et se rendit au manoir le cœur plein d'espoir. Madame Zuleka l'accueillit à bras ouverts, lui offrant un siège dans le grand salon. « Tu es devenue une belle jeune femme, dit-elle avec une fausse chaleur. J'ai eu tort de te juger. Recommençons à zéro. » Puis elle apporta un plateau avec 2 verres de jus de mangue frais. « Trinquons à la paix, sourit-elle. » Ce que Naldi ne savait pas, c'est que l'un de ces verres était additionné d'un poison lent, soigneusement préparé par Mama Jiri. Il n'était pas destiné à tuer instantanément. Il était conçu pour affaiblir son corps, la détruire de l'intérieur, silencieusement. Mais le destin a une façon de renverser les plans diaboliques. Au moment où Naldi tendait la main vers son verre, Zuber entra, joyeux et souriant. « Eh, j'ai soif, dit-il enjoué, attrapant l'un des verres et le buvant d'une traite avant que quiconque ne puisse l'arrêter. En quelques minutes, son sourire s'effaça, son corps se mit à trembler, ses yeux se révulsèrent, et soudain il s'effondra sur le sol. Naldi hurla d'horreur, se précipitant à ses côtés.
Zuber! Zuber! À l'aide! Le manoir sombra dans le chaos. Les serviteurs accoururent. Monsieur Baraka cria pour le chauffeur. Zuber fut transporté dans la voiture et conduit d'urgence à l'hôpital. Naldi resta assise à ses côtés tout le trajet, les mains tremblantes, le visage inondé de larmes. À l'hôpital, le médecin effectua des tests et revint avec un diagnostic glaçant. Zuber avait été empoisonné. Le cœur de Naldi se serra, ses mains devinrent froides. Elle regarda Madame Zuleka, qui se tenait dans un coin en feignant le choc. « Comment cela a-t-il pu arriver » demanda Zuleka, faisant semblant de pleurer. « Peut-être une contamination alimentaire. » Mais Naldi n'était pas convaincu. Quelque chose n'allait pas. Le jus venait directement des mains de Zuleka. Le moment, l'invitation, tout pointait vers une seule vérité. Mais elle n'avait aucune preuve, et personne ne croirait une pauvre fille accusant une mère riche. Elle s'assit à côté de Zuber dans la chambre d'hôpital, le regardant se battre pour sa vie. Son cœur était lourd, mais son esprit resta fort. « Je ne laisserai pas le mal gagner » murmura-t-elle. Les jours passèrent. Zuber commença lentement à se rétablir, mais Naldi ne pouvait se reposer. Elle ne cessait de penser à ce jour-là. Le plateau, les verres, le faux sourire. Et puis le destin révéla un indice. Un après-midi, une jeune servante du manoir Baraka vint secrètement voir Naldi à l'hôpital. Elle avait l'air nerveuse, regardant autour d'elle avant de parler à voix basse. « J'ai vu Madame Zuleka verser quelque chose dans le jus, puis rire avec Mama Jiri quand vous êtes parti, dit-elle en tremblant. Le cœur de Naldi manqua un battement. Maintenant, elle avait la vérité. Maintenant, elle avait une preuve. Juste au moment où les choses semblaient désespérées, le destin offrit un autre rebondissement. La sœur cadette de Zuber, Mira, qui avait toujours admiré la gentillesse de Naldi, avait observé silencieusement tout ce qui se passait. Contrairement à ses parents, elle avait un cœur tendré, au fond d'elle, elle savait que sa famille avait franchi une ligne dangereuse. Mira avait entendu des chuchotements dans la maison, des conversations étranges entre sa mère et Mama Jiri, et une nuit, son instinct la poussa à faire quelque chose de risqué. Cachée derrière le rideau du couloir, elle appuya sur le bouton d'enregistrement de son téléphone en écoutant une conversation glaçante. Dans le silence obscur, la voix de sa mère résonna dans la pièce, froide, cruelle et pleine de haine. « Elle doit mourir discrètement » chuchota Zuleka à l'herboriste. « Personne ne doit remonter jusqu'à nous. Je me fiche de la manière dont tu le fais, fais-la simplement disparaître. » Les mains de Mira tremblèrent en arrêtant l'enregistrement. Son cœur battait la chamade, sa respiration était inégale. Elle savait que si ses parents découvraient ce qu'elle avait fait, elle pourrait être mise à la porte, ou pire. Mais sa conscience était plus forte que sa peur. Elle ne pouvait pas laisser une âme innocente souffrir à cause de l'orgueil et de la richesse. Cette nuit-là, pendant que ses parents dormaient, Mira envoya discrètement la note vocale sur le téléphone de Naldi avec un simple message. « Écoute ça quand tu seras seul. Je suis désolé. » Quand Naldi reçut le message le lendemain matin, elle fut confuse. Elle sortit de la chambre d'hôpital, se dirigea vers un coin tranquille et appuya sur play. Dès que la voix de Zuleka emplit ses oreilles, son cœur se serra, ses yeux s'emplirent de larmes. Tout était vrai. Chaque soupçon, chaque peur, chaque prière silencieuse qu'elle avait pleurée dans son oreiller. Elle resta là, figée, tenant fermement son téléphone, tandis que l'audio jouait encore et encore dans ses mains tremblantes. Chaque mot la frappait comme un couteau. Non seulement Zuleka avait essayé de la tuer, mais elle était prête à détruire son propre fils dans le processus. Naldi ne parla pas. Elle ne se précipita pas pour les confronter. Elle ne cria pas et ne fit pas de scène. Elle resta silencieuse, mais son silence était plus fort que n'importe quel mot. Elle savait que parfois, la vengeance ne consistait pas à crier. Il s'agissait de timing. Il s'agissait de laisser la vérité éclater au bon moment. Elle continua de s'occuper de Zuber à l'hôpital, lui donnant doucement de la soupe, lui essuyant le front, lui tenant la main pendant les nuits blanches. Tout le monde voyait son amour. Même les étrangers à l'hôpital admiraient sa force. Des chuchotements commencèrent à se répandre, sur la fille qui se tenait droite en silence, sur la femme dont le cœur était plus pur que l'or. Mais le karma ne dort jamais. Tandis que Naldi attendait en silence, l'univers commença à mettre en place son propre plan. Les gens commencèrent à s'interroger sur l'étrange empoisonnement.
Le personnel de l'hôpital jacassait. L'image de la famille commença lentement à se fissurer. Zuleyka ignorait que la voix de sa propre trahison se trouvait tranquillement dans le téléphone de Naldi, attendant comme une bombe à retardement. Et bientôt, cette bombe allait exploser. C'est juste avant le coucher du soleil que le coup final fut planifié. Monsieur Baraka, brûlant de colère et de honte face à la dévotion de son fils pour une fille des bas-fonds, décida que le silence ne suffisait plus. Il voulait que Naldi disparaisse, complètement, pour toujours. Il engagea un groupe d'hommes impitoyables, les paya grassement et leur donna une seule instruction, faites-la disparaître, sans laisser de traces. Ce soir-là, Naldi rentrait de l'hôpital, après avoir rendu visite à Zuber. Les rues étaient plus calmes que d'habitude, et elle ignorait que des ombres surveillaient chacun de ses pas soudain, une camionnette noire crissa à côté d'elle. Avant qu'elle ne puisse crier, un chiffon couvrit sa bouche, et tout devint noir. Quand elle ouvrit les yeux, ses mains étaient liées, ses jambes meurtries, et sa tête tournait. Elle se trouvait à l'intérieur d'un vieil entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Les murs étaient fissurés, les fenêtres brisées, et l'air sentait la fumée et l'essence. Son cœur battait la chamade en voyant des hommes verser de l'essence sur le sol en bois, se préparant à mettre le feu. Elle se débattit contre les cordes, les larmes coulant sur son visage. Elle ne pouvait pas croire que c'était réel. Quelqu'un voulait la brûler vive, et le pire, c'est que c'était le père de Zuber qui l'avait ordonné. Juste à ce moment-là, l'un des ravisseurs s'approcha pour allumer le feu, mais quelque chose l'arrêta. Son regard croisa celui de Naldi, et ses mains se mirent à trembler. Il recula d'un pas, la fixant comme s'il avait vu un fantôme de son passé. Puis sa voix se brisa d'émotion. « Cette fille, je la connais » murmura-t-il aux autres. « Il y a 2 ans, ma famille n'avait rien. Ma mère mourait de faim. Cette fille, elle nous a donné à manger quand personne d'autre ne le faisait. Elle ne connaissait même pas nos noms, mais elle nous a nourris comme si nous étions les siens. » Les autres hommes semblaient confus, mais le garçon n'attendit pas leur permission. Ses yeux étaient remplis de larmes alors qu'il laissait tomber l'allumette et se précipitait vers Naldi. Sans un mot, il défit ses cordes et lui prit la main. « Cours, dit-il. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Naldi, encore étourdi et effrayé, ne le questionna pas. Elle courut. Ses jambes lui faisaient mal, et ses bras étaient égratignés, mais elle courut avec chaque once de force qui lui restait. Derrière elle, elle entendit le feu prendre. Les flammes rugirent, la fumée emplit l'air, et le vieil entrepôt se transforma en un brasier infernal. Elle trébucha dans le noir, toussant, saignant, ses vêtements déchirés, mais elle était vivante. D'une manière ou d'une autre, contre toute attente, elle avait de nouveau échappé à la mort. Et cette fois, c'est sa gentillesse passée qui lui avait sauvé la vie. Le destin avait choisi de la récompenser de la manière la plus inattendue. Cette nuit-là, tandis que M. Baraka et Mme Zuleyka dormaient paisiblement, croyant la jeune fille disparue pour toujours, Naldi marchait pieds nus dans les rues silencieuses. Blessé, oui, mais pas brisé. Et le destin ne faisait que commencer. Juste une semaine après la tentative ratée de tuer Naldi, quelque chose d'étrange commença à se produire. Quelque chose qui donnait l'impression que l'univers rééquilibrait enfin la balance. Cela commença doucement, presque inaperçu. Le contrat commercial le plus important de M. Baraka, celui qu'il avait passé des mois à préparer, s'effondra du jour au lendemain. Les investisseurs se retirèrent, invoquant des pratiques contraires à l'éthique, mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, la banque envoya un avis. Tous leurs comptes étaient gelés, en attente d'une enquête financière. Des transactions frauduleuses et des actifs non déclarés avaient été retracés jusqu'au nom de M. Baraka. Des années de transactions douteuses avaient finalement été mises au jour, et il n'y avait aucun moyen de le dissimuler cette fois. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Puis vint la vraie tempête. Un grand média publia un rapport exposant un scandale de corruption massif impliquant l'entreprise de M. Baraka. Ces photos étaient partout, à la télévision, sur les blogs, dans les journaux. Les gens qui admiraient autrefois son succès le traitaient maintenant de voleur. Sa réputation fut ruinée au-delà de toute réparation. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre bombe explosa. Le nom de Madame Zuleyka apparut dans un enregistrement vocal divulgué, le même que Mira avait envoyé à Naldi. D'une manière ou d'une autre, il parvint à un journaliste. La note vocale fut diffusée à la radio et à la télévision nationale, et le monde entier l'entendit dire clairement « Elle doit mourir discrètement. Personne ne doit remonter jusqu'à nous. »
Sa voix résonna à travers le pays, choquant tous ceux qui l'appelaient autrefois une femme de classe et d'élégance. Les journaux la qualifièrent de « la mondaine maléfique derrière le complot d'empoisonnement ». Les gens qui faisaient autrefois la queue pour prendre des selfies avec elle traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Les amis lui tournèrent le dos. Ses événements caritatifs furent annulés. Les sponsors disparurent. Même ses proches parents cessèrent de répondre à ses appels. Le puissant manoir sur les collines de Kalonji fut saisi par le gouvernement, les voitures de luxe, reprises une par une. Le personnel de maison qui obéissait autrefois à chaque ordre, partit. Les voisins qui les louaient autrefois, riaient maintenant de leur chute. Ils devinrent le sujet de commérage dans chaque coin de marché, chaque salon de thé, chaque salon de coiffure. De la gloire à la honte, du luxe à la solitude, ils perdirent tout. Et Naldi, la fille qu'ils traitaient autrefois de rat des rues, marchait maintenant la tête haute. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées d'elle pour avoir vendu des bananes plantains la saluaient maintenant avec respect. Son histoire devint une source d'inspiration, une histoire d'amour, de courage, et de la façon dont le bien triomphe toujours à la fin. Les gens commencèrent à l'inviter à prendre la parole lors d'événements. Sa gentillesse devint sa couronne. Elle ne rit pas de leur chute. Elle ne chercha pas à se venger. Elle vécut simplement sa vérité, une vérité si puissante que le karma lui-même se battit en son nom. Le monde avait tout vu, comment les riches avaient tenté d'écraser une pauvre fille, mais avaient fini écrasés par leur propre méchanceté. Et alors que la poussière retombait, une chose était claire. Ce qu'ils avaient essayé de détruire n'avait fait que se renforcer. L'histoire de Naldi se répandit comme une traînée de poudre. Ce qui était autrefois chuchoté dans les coins devint un gros titre. Son nom résonna à travers Kalonji et bien au-delà. Des gens de tous horizons furent touchés par son courage. Une jeune fille d'un étal de rue qui avait survécu au poison, au feu et à la cruauté, mais qui se tenait toujours debout avec grâce. Les plateformes de médias sociaux furent inondées de son histoire. Ils l'appelèrent « la fille qui a vaincu le mal avec la gentillesse ». Ils l'appelèrent. Les gens qui ne la connaissaient pas l'admiraient maintenant. Des foules se rassemblèrent devant sa modeste maison, non pas pour la plaindre, mais pour honorer sa force. Des femmes pleurèrent en regardant son interview. Des hommes s'inclinèrent avec respect. Même les enfants la qualifièrent d'héroïne. Un jour, une ONG respectée, profondément émue par son parcours, lui rendit visite. Ils ne se contentèrent pas d'offrir leur sympathie, ils lui offrirent une bourse complète pour poursuivre ses études où elle le souhaitait. Mais ce n'était pas tout. Ils sponsorisèrent également une petite entreprise pour sa mère, un chariot de nourriture moderne pour vendre des bananes plantains avec de meilleurs outils, une meilleure installation et plus de dignité. La famille de Naldi pouvait enfin respirer en paix. Naldi ne laissa pas la célébrité lui monter à la tête. Au lieu de cela, elle utilisa sa voix pour aider les autres. Elle créa une fondation, un espace sûr pour les femmes victimes de violences, les filles forcées au silence et les victimes de violences domestiques. Elle l'appela « la lumière de Naldi ». En quelques semaines, des femmes de toutes les villes la contactèrent. Son histoire leur avait donné la force de parler, de guérir, de se relever. Les gens ne la voyaient plus comme une simple pauvre fille de Kalonji. Elle était devenue un symbole de pouvoir, de but, de lumière dans les moments les plus sombres. Pendant ce temps, Zuber, après s'être complètement rétabli, avait fait un choix, le plus grand de sa vie. Il tourna le dos à ses parents toxiques et à leur richesse. Il quitta le manoir, le luxe, le faux statut, car il réalisa que rien de tout cela n'avait d'importance sans l'amour, la paix et la vérité. Il emménagea avec la famille de Naldi, choisissant une vie bâtie sur l'honnêteté et le travail acharné. Ensemble, ils repartirent de zéro. Mais cette fois, ils avaient quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, un bonheur véritable. Ils soutinrent mutuellement leurs rêves, et jour après jour, leur lien se renforça. Zuber travailla avec la fondation de Naldi, aidant à collecter des fonds et à étendre sa portée. Ils devinrent un couple puissant, non pas par leur statut ou leur richesse, mais par leur cœur et leur impact. Les gens venaient à eux non pas pour des faveurs, mais pour l'inspiration. Et à travers tout cela, Naldi resta la même, humble, gentille, ancrée. Elle se tenait souvent à son ancien étal de bananes plantains, maintenant modernisé et florissant, et souriait au chemin que la vie lui avait fait parcourir. Elle connaissait la douleur. Elle connaissait la trahison. Mais elle savait aussi que l'amour véritable et la gentillesse ne restent jamais sans récompense. Dans un monde qui tentait de la briser, elle devint incassable.
Et le garçon qui l'a choisi plutôt que les richesses, il n'a rien perdu. Il a tout gagné. Ensemble, ils ont transformé une histoire d'amour en un héritage. Ils ont tout essayé pour la détruire. Poison, menaces, feu. Tout ça parce qu'elle était pauvre. Parce qu'elle venait d'un étal de rue. Parce qu'elle ne correspondait pas à leur monde de richesse et d'orgueil. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'aucune somme d'argent ne pouvait tuer un cœur pur. L'esprit de Naldi était plus fort que leur haine, plus courageux que leur complot, et plus brillant que toutes leurs richesses réunies. Il pensait que la pauvreté la rendait faible, mais elle la rendit puissante. Il pensait qu'être pauvre signifiait qu'elle n'avait aucune valeur, mais elle avait quelque chose que l'or ne pouvait acheter. L'intégrité, le courage et l'amour. Elle n'avait pas besoin de vêtements chers ou de titres fantaisistes pour se prouver. Sa force résidait dans sa gentillesse, son honnêteté, son refus de plier même lorsque la vie essayait de la briser. Et quant à ceux qui ont comploté sa fin, ceux qui se sont moqués d'elle, l'ont insultée, ont essayé de l'enterrer, ils n'ont pas réalisé qu'ils ne faisaient que planter une graine. Et cette graine a grandi pour devenir un arbre puissant, plus haut que leurs mensonges, plus fort que leur mal. Un par un, le karma a frappé à leur porte, leur richesse s'est évanouie, leurs secrets ont été exposés, et leur orgueil a été écrasé. Les mêmes mains qui ont tenté de mettre fin à la vie de Naldi ont fini par implorer la pitié. Zuleka et Baraka, qui régnaient autrefois sur la ville avec leur arrogance, sont devenus une histoire édifiante. Les gens chuchotaient à leur sujet avec pitié, non avec respect. Ils parcouraient les mêmes rues qu'ils méprisaient autrefois, mais cette fois, avec la honte sur le visage et rien dans les poches. C'est ainsi que la vie fonctionne. Aucun mal ne reste impuni pour toujours, aucune cruauté ne se cache éternellement dans l'ombre. La vérité finit toujours par éclater. Et Naldi, elle n'a pas cherché à se venger. Elle n'a pas célébré leur chute. Elle a simplement avancé avec grâce. Elle a construit sa vie avec amour et a laissé son succès parler plus fort que n'importe quelle vengeance. Son histoire est devenue une leçon, non seulement d'amour, mais de force, le genre de force qui ne vient que de la souffrance, du redressement et de la persévérance. Elle a prouvé au monde que la bonté peut être mise à l'épreuve, moquée et attaquée, mais qu'elle ne perd jamais. Elle peut être lente à gagner, mais elle gagne toujours. À la fin, la fille qu'ils appelaient une personne insignifiante est devenue une source d'inspiration pour tout le monde, et le garçon qui a choisi l'amour plutôt que le luxe a trouvé une vie remplie de joie et de paix réelle. Ensemble, ils ont montré que l'amour ne concerne pas le statut, mais le sacrifice. Que la grandeur n'est pas dans les richesses, mais dans la droiture. Car dans cette vie, le mal peut danser un temps, mais la bonté remporte toujours la couronne, et c'est là le pouvoir d'un cœur pur. Si cette histoire a touché votre cœur, si la douleur, la force et la victoire de Naldi ont ému quelque chose au plus profond de vous, alors ne la laissez pas s'arrêter ici. Que son histoire nous rappelle que, peu importe à quel point le monde devient sombre, un cœur pur brille toujours le plus fort. Qu'elle nous rappelle que la gentillesse n'est pas une faiblesse, et que le véritable amour ne se mesure pas à la richesse, mais au sacrifice et à la loyauté. Il y a beaucoup de Naldi dans ce monde, des filles qui sont jugées, blessées et réduites au silence simplement parce qu'elles sont nées avec moins, mais tout comme elles, elles portent une force que personne ne voit. Soyez la voix qui se tient à leur côté, soyez le cœur qui partage l'espoir. Si cette histoire vous a fait pleurer, si elle vous a fait croire à nouveau en la bonté, s'il vous plaît, donnez un like à cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Vous ne savez jamais quelle vie elle pourrait guérir. Merci de regarder, merci de ressentir, merci de croire que la bonté gagne encore. Nous continuerons à raconter des histoires qui comptent, des histoires qui guérissent, inspirent et touchent l'âme. Soyez bénis, et n'oubliez pas de liker et de partager.